Benoît, aujourd'hui dans votre chronique, vous souhaitez sensibiliser au risque des infostealers, le logiciel voleur d'informations en français. S'ils ne sont pas totalement nouveaux, ils sont en revanche de plus en plus perfectionnés. Dites-nous ce qu'il en est. Effectivement, ils sont très perfectionnés parce qu'ils sont rarement détectables, en tout cas très difficilement. Ils sont très actifs depuis au moins 2018 et en fait, ils suivent les évolutions de nos usages et de l'informatique. Et par exemple, Redline Stealer a volé 227 millions de logins et de mots de passe rien que sur l'année dernière. Alors justement, avant d'entrer dans le détail, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que c'est qu'un infostealer? Oui, un infostealer, c'est la contraction d'information et stealer, donc en anglais voleur d'informations. Et ces logiciels cherchent à pénétrer sur nos ordinateurs et à voler des informations sensibles qu'ils vont ensuite transmettre à des cybercriminels qui vont les réutiliser. Alors justement, Benoît, vous nous parlez de ces données. Quelles sont-elles? Quelles sont celles qui sont visées et surtout exfiltrées? Eh bien, on parle là d'identifiants, de login, de mots de passe que l'on peut avoir sur son ordinateur, mais également stockés dans ses navigateurs. Et ils vont également être à la recherche d'informations sur les crypto-monnaies. Donc, si vous avez un wallet, un portefeuille de crypto-monnaies, ils vont tenter de récupérer les informations pour s'approprier vos crypto-monnaies. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a une industrie derrière tout cela et qu'elle est vraiment très développée. Vous nous parlez aussi, je crois, des cookies de session. Oui, effectivement, parce que ces infostealers cherchent à voler des cookies de session. Alors pour eux, c'est un vrai sésame parce que le cookie de session, c'est un peu comme celui de marketing que l'on a l'habitude maintenant d'accepter avec le RGPD. Mais le cookie de session, c'est celui qui dit à l'application, vous êtes connecté, vous avez rentré le bon login, le bon mot de passe et également vous avez réussi l'authentification multifacteur, notamment le code à usage unique que l'on vous demande. Alors dans quel but ces informations sont-elles collectées justement par les pirates? Eh bien, à la fois chez les particuliers, mais également dans les entreprises, ces informations ont énormément de valeur. Pour les entreprises, c'est bien souvent ce qui permet de rentrer dans le système d'information. Effectivement, si je vous vole un cookie de session, eh bien, je vais prendre votre place dans l'application et faire comme si vous étiez déjà connecté. Et chez le particulier, on l'a compris, il y a notamment des crypto-monnaies, mais on a aussi des logins et des mots de passe pour se connecter à nos applications préférées, par exemple les réseaux sociaux. Alors malgré tout, on note, je crois, un changement dans le paysage des infostealers. C'est tout d'abord leur mode opératoire qui est affecté. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Oui, ce que l'on remarque, c'est que les infostealers avant étaient utilisés par des cybercriminels et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de gains à faire quand ils faisaient de la vente de ces logiciels qu'on appelle as a service, donc de la location. Et donc des cybercriminels peu techniquement évolués vont faire l'acquisition de ces infostealers pour ensuite les déployer sur leurs victimes et récupérer les différentes informations personnelles. Ce qui frappe aussi, c'est à la fois, bien sûr, l'étendue des dégâts dont vous nous parlez régulièrement dans l'émission causée par ces infostealers, autant que les cibles potentielles. Tout le monde, en fait, peut être victime de ce type de logiciel. Et oui, malheureusement, les infostealers visent tout le monde, à la fois les jeunes, les adolescents, les seniors, mais également les entreprises. Et on voit que ces fabricants, ces créateurs de logiciels malveillants utilisent des campagnes marketing pour pouvoir toucher leurs cibles. Ce qui veut dire, par exemple, qu'ils font des campagnes sur des grandes plateformes publicitaires et où ils créent des faux logiciels de triche qui vont faire en sorte que les joueurs soient pris dans leur filet. Bien sûr, et d'ailleurs le monde de l'éducation, on est en plein cœur aujourd'hui, n'échappe pas à ces logiciels malveillants. Quels sont les faits marquants que vous avez relevés aujourd'hui? Eh oui, malheureusement, alors le CERT Renater, donc c'est l'entité qui surveille le monde de l'éducation, détecte entre 200 et 300 infostealers par semaine dans ces réseaux. Et c'est notamment un sujet qui est tellement important qu'on a évoqué cela avec le RSSI de Paris-Dauphine lors du Panocrime. Et j'ai deux exemples pour illustrer cela. Le premier, c'est l'université de Aix-Marseille, le 7 juin 2023, qui a été ciblée par une cyberattaque et qui a mis à plat un grand nombre de ses services et l'accès initial par les cybercriminels a été créé grâce à un infostealer. Et mon deuxième exemple, c'est, vous vous souvenez peut-être, on a fait une chronique là-dessus, début de l'année 2023, il y a une vingtaine d'établissements dont les ENT avaient été utilisés pour diffuser des messages d'alerte à la bombe notamment. Eh bien, après analyse, on s'est rendu compte que les comptes des jeunes avaient été piratés grâce à des infostealers qui avaient permis à ce que l'on rentre dans leurs comptes. Et là, on voit qu'il y a un mélange des genres, notamment entre cybercriminalité à but lucratif, espionnage stratégique ou industriel, et également des notions de déstabilisation. Et c'est ce que l'on peut voir notamment dans différents panoramas, comme le panorama de l'ANSSI ou celui que l'on édite, le rapport
APT. Effectivement, alors heureusement les acteurs malveillants ne sont pas intouchables. L'un des infostealers les plus tristement célèbres vient de subir un takedown. Donc ça, c'est une opération menée par les forces de l'ordre et l'aide technique de la société EZ que vous représentez, pour laquelle vous travaillez. Mais avant de plonger justement dans l'opération Magnus, est-ce que vous voulez bien nous rappeler justement ce que c'est qu'un takedown? Oui, un takedown, c'est une opération à la fois technique et internationale, c'est-à-dire qu'on a les forces de l'ordre et souvent des sociétés privées qui vont partager des informations pour faire en sorte que les différents serveurs et généralement aussi les acteurs arrêtent leur fonctionnement. Très rapidement, Benoît, comment s'est déroulée cette opération Magnus et quel en est le résultat? Eh bien, cette opération a été créée il y a déjà plus d'un an, en 2023, en secret. Des chercheurs, notamment ceux des EZ, ont coopéré avec les forces de l'ordre. Ils ont analysé, partagé des informations et grâce à cela, on a pu deviner comment fonctionnait cette opération InfoStealer. Et les forces de l'ordre, grâce aux informations, ont ensuite réalisé des saisies et des arrestations, ce qui montre qu'il n'y a pas forcément d'impunité, même pour les cybercriminels.